Madame, Monsieur, bonsoir. Le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, la campagne est lancée. Après l'allocution du Premier ministre, les réactions politiques. Plébiscite aujourd'hui au Chili, forte participation dans le calme. Le résultat sera-t-il respecté? Le conflit des gardiens de prison enraye le cours de la justice. Les négociations se poursuivent entre le garde des Sceaux et les syndicats. C'est donc le coup d'envoi officiel qui vient d'être donné à l'instant par le Premier ministre Michel Rocard. La campagne du référendum qui doit avoir lieu le 6 novembre prochain sur la Nouvelle-Calédonie a commencé. Nous y reviendrons en détail, bien sûr, avec les réactions des principales formations politiques à l'allocution que vous venez d'entendre. Mais je vous propose d'abord de retourner à Nîmes. Nîmes qui, 2 jours après le déluge, qui a fait officiellement 8 morts, est en passe d'être déclarée en état de catastrophe naturelle. La procédure est enclenchée, a précisé tout à l'heure le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe à l'Assemblée nationale. Des crédits d'extrême urgence ont été débloqués pour que la préfecture et la mairie puissent les distribuer aux plus démunis. Toute la journée, les Nîmois ont dû s'habituer au bruit. Le bruit assourdissant des pompes aspirantes qui continuent d'évacuer l'eau tandis que les secours s'organisent. Sur place, Bruno Ledreff. Rue Richelieu, le symbole du drame nîmois. Aujourd'hui, la rue appartient à l'armée. Elle seule dispose des moyens en hommes et en matériel pour déblayer les rues et les maisons. Une bonne partie des 35 000 sinistrés que compte la cité habitaient dans ce quartier, l'un des plus déshérités de la ville. Ici, on a tout perdu, ou presque. Il faut des secours immédiats et importants. On distribue eau, lait, nourriture solide et vêtements sur place. La solidarité, coordonnée par la mairie, joue à plein. On a été sinistrés, il y a eu l'eau de partout, dans les maisons, de partout. On s'est mis tous dans la seule même maison qu'on avait. On n'a plus rien, on n'a plus de couverture, plus d'habits, plus de... L'eau, elle a passé par-dessus les lits. On n'a que ce qu'on a sur nous. Plusieurs centaines de personnes ont reçu ici une aide matérielle ou obtenu un renseignement sur leurs possibilités d'indemnisation. Et dès demain, la répartition des secours se fera non plus seulement à l'hôtel de ville, mais aussi dans chaque quartier. Pour cela, on a encore besoin d'aide supplémentaire. C'est catastrophique, il faut absolument avoir des vêtements, il faut absolument avoir de l'eau, il faut absolument avoir du lait, il faut avoir des denrées et nous sommes preneurs de la totalité de ce qu'on voudra bien nous envoyer. Dans l'assourdissante clameur des pompes à eau, le centre de la ville reprend vie. De ce canal tout proche, on a sorti 65 véhicules et les plongeurs, encordés à cause du courant toujours très fort, s'assurent qu'aucune victime n'a disparu. Ce soir, Nîmes, ville blessée, pense toujours ses plaies. Le maire Jean Bousquet a donc mis en place différentes commissions pour superviser les problèmes de logement, de santé, de travaux, de transport scolaire. Les écoles resteront fermées jusqu'à lundi. Jacques Delors, le président de la Commission de Bruxelles, pour prouver que l'Europe c'est aussi une affaire de cœur et de solidarité, a promis aujourd'hui une aide d'urgence de près de 3 millions de francs qui s'ajoute donc aux sommes débloquées par le gouvernement. Il faut dire qu'au-delà des drames personnels que vous venez de voir et que vivent des milliers de personnes, c'est tout le tissu économique de la ville qui est durablement atteint. Ainsi cette usine de confiture qu'a visité Rémi Roche. Le silence, une usine comme figée après avoir été engloutie. Là encore, lundi matin, l'eau a soudain surgi avec la force d'un torrent, boueux, recouvrant tout jusqu'à 1,70 m de hauteur. À 7h30, le personnel était évacué à la hâte et les installations stoppées. Elles ne repartiront pas avant au mieux 3 semaines, sans les 400 employés saisonniers qui ont vu leur contrat ainsi brusquement écourté. Et d'ici là, une partie des 250 membres du personnel permanent devra être mise au chômage technique. Ceux qui ont été les premiers à visiter l'usine quand l'eau est partie en ont gardé une impression de catastrophe complète. Sinon, assez rapidement, même très rapidement finalement, le personnel a eu un sursaut, une réaction positive sur le thème on va se mettre en 4 parce que finalement on défend notre travail dans cette région, notre outil de production. Et je crois que c'est un des éléments principaux depuis mardi. C'est une espèce de mobilisation générale qu'on ressent d'ailleurs dans toute la ville, mais qui est vrai aussi ici à l'usine, avec des gens qui font beaucoup plus que ce qu'on croit qu'un être humain est capable de faire finalement.
C'est un coup très dur pour Saint-Mamet, le géant français des fruits en conserve. Une partie importante des machines est hors d'usage, mais surtout des centaines de milliers de boîtes qui ont été immergées sont devenues invendables. Elles sont rouillées ou vont immanquablement le devenir. En fin de saison de fabrication, le stock était au plus haut. Aujourd'hui, c'est un quart de la production qui est perdu. Saint-Mamet, qui venait de réaliser de gros investissements, joue en ce moment sa survie en réorganisant au mieux ses programmes de livraison, car une absence même brève de ces produits sur les étalages et ses 40% de part du marché national seraient immédiatement et peut-être irrémédiablement remis en question. Pour les salariés en chômage technique, et ils sont au moins 4000, l'État s'est engagé à rembourser aux entreprises les salaires qu'elles auront à verser pendant toute cette période. Et les services fiscaux du département ont par ailleurs reçu instruction de se montrer indulgents quant au délai de paiement des impôts. En matière d'assurance, le préfet du Gard a annoncé tout à l'heure que dans les communes qui seront déclarées sinistrées, un seul imprimé simplifié devra être rempli, quelle que soit la compagnie d'assurance. Les compagnies, de leur côté, se sont engagées à verser une provision de 15 000 francs par dossier dans l'attente de l'expertise complète. Un mot encore en ce qui concerne les organismes de secours qui acheminent sur place, vous l'avez vu, les vêtements, les chaussures, les vivres indispensables. Je vous signale l'entraide protestante, son numéro de CCP 23 329 27 W Paris, avec la mention Nîmes en détresse. Et je vous rappelle que demain soir à 22 h, Claude Sérillon animera de Nîmes une édition spéciale consacrée en particulier à la solidarité qu'il faut déclencher et organiser de toute urgence. Un mot sur l'inquiétude des Toulonnais ce matin quand un orage violent s'est abattu sur le centre-ville. En quelques minutes, 15 cm d'eau rendait les rues impraticables et paralysait le trafic. Les pompiers sont intervenus tout de suite. C'est en Conseil des ministres ce matin qu'a été adopté le projet de loi référendaire sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. Dans l'après-midi, le président de l'Assemblée nationale a lu l'intitulé de la question qui vous sera soumise le 6 novembre prochain. Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998? Il s'agira bien sûr de répondre par oui ou par non. À l'Assemblée, déjà, avant l'allocution que vous avez entendue tout à l'heure, le Premier ministre avait insisté sur la garantie solennelle qui sera ainsi apportée au sort du territoire. Voyons maintenant les réactions politiques. Dans les rangs de l'opposition, le Parti républicain, dès ce matin, avait annoncé qu'il répondrait oui avec des réserves. Voyons les réactions des formations politiques qui ont choisi de s'exprimer sitôt après l'allocution du Premier ministre et d'abord Alain Juppé. Depuis longtemps, notre action en Nouvelle-Calédonie a été inspirée par deux soucis prioritaires. Le premier, c'est de respecter la volonté de nos concitoyens qui habitent là-bas. Ils l'ont exprimé très clairement il y a un an environ dans un référendum d'autodétermination où la très large majorité des électeurs a choisi de rester français. Ce référendum-là, c'est aussi la parole de la France. Et nous entendons qu'elle soit respectée. Notre deuxième souci, c'est la volonté de paix. Il y a eu, depuis le début des années 80, des troubles graves en Nouvelle-Calédonie. Et l'action des gouvernements socialistes de l'époque en est largement responsable. Nous n'avons donc aucune leçon à recevoir en la matière. J'ai envoyé très récemment une mission en Nouvelle-Calédonie. Et elle m'a rapporté deux messages. Le premier, c'est que nos compatriotes ont signé ces accords parce qu'ils veulent la paix, comme nous. Le deuxième message, c'est qu'ils sont inquiets et qu'ils nous demandent notre vigilance. Ils craignent que les socialistes n'aient pas changé. Ils craignent la partialité de l'État dans l'application de ces accords. Eh bien, nous répondrons à leur appel et cela nous guidera dans le choix que nous arrêterons définitivement, comme prévu, le 15 octobre prochain. Après celle du RPR, d'autres réactions. Et d'abord celle de Jean-Marie Tjibaou, le président du FLNKS, et Jacques Lafleur du RPCR avaient déjà donné leur accord à une modification du texte adopté en Conseil des ministres. Il était reçu tout à l'heure par le président du CDS, Pierre Méhaignerie. Jean-Marie Tjibaou. Moi, je vais essayer seulement de faire une campagne d'explication sur les enjeux.
c'est mobiliser les Français. Et ce sont les responsables français qui peuvent mobiliser les Français. Moi, je n'ai pas compétence pour leur dire oui, de voter oui ou non. J'explique seulement les enjeux en disant que c'est important. Alors, je pense que les Français prendront conscience de cela et j'espère qu'il fera mauvais temps, comme ça ils n'iront pas à la pêche, mais qu'ils iront voter. Vous avez l'impression d'avoir convaincu M. Méhaignerie de faire campagne pour ce référendum? Ah, M. Méhaignerie, c'est un ancien ministre, c'est un député. C'est pas moi qui viens de la brousse là-bas qui lui dira ce qu'il faut faire. Monsieur Rocard. D'autres réactions encore que nous aurons peut-être au cours de ce journal, mais passons maintenant à l'analyse politique. Le président de la République, ce matin, a demandé à l'ensemble du gouvernement de s'engager dans la campagne. Quant à lui, il pourrait, au moment qu'il jugera opportun, s'adresser à l'opinion, mais c'est bien l'artisan des accords de Matignon, c'est-à-dire le Premier ministre, qui est monté dès ce soir en première ligne, Gilles Leclerc. Oui, renoncer au référendum, ce serait renoncer à l'accord lui-même. Cette phrase prononcée par le président de la République, avant même les cantonales, avait déjà levé tout suspense, quoi que l'opposition ait pu dire depuis. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, nous entrons dans la phase finale du processus référendaire. Et si François Mitterrand s'est exprimé ce matin au Conseil des ministres, avant de prendre sans doute d'autres initiatives, c'est bien Michel Rocard qui vient d'entamer la campagne pour le oui. Mission du dialogue, accord Matignon, voyage en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre s'investit en lançant solennellement, on l'a vu cette fois, un appel à la mobilisation, avec à ses yeux la formule clé de paix civile. Michel Rocard s'attaque au risque d'abstention en s'efforçant de mettre l'opposition au pied du mur. À cet égard, les références soulignées par 2 fois à la signature de Jacques Lafleur, RPCR, sont claires. L'objectif du gouvernement sera d'échapper à la formule traditionnelle référendum plébiscite, tout en obtenant un taux de participation raisonnable de l'ordre sans doute de 40%. Principal artisan donc du succès de la première étape consacrée au dossier néo-calédonien, Michel Rocard tente maintenant de franchir la seconde. Il sera ou non aidé par une opposition qui devra maintenant se déterminer tout à fait clairement. Alors justement, Gilles, 2 réactions politiques encore, celle de Bernard Stasi et de Bruno Maigret. M. Rocard trompe les Français. Il leur fait croire qu'il s'agit de la paix civile. C'est faux. En réalité, il organise l'indépendance du territoire de Nouvelle-Calédonie. Nous pensons que c'est une mauvaise chose pour la France. Et l'enjeu est maintenant clair. D'un côté, la classe politicienne, les tenants du oui, qui veulent l'abandon de la Nouvelle-Calédonie et qui proposent une politique de renoncement, de démission et de déclin. De l'autre, les tenants du non, le Front National, pour une politique de grandeur et de puissance de la France. Ma première réaction, c'est de confirmer la position qui a toujours été la mienne et toujours a été celle du CDS, c'est-à-dire nous sommes pour le oui. Nous considérons que les Français doivent répondre oui, non pas du tout au gouvernement, non pas du tout au président de la République, mais oui à la paix, oui aux accords entre Djibaou et Lafleur, oui à l'évolution pacifique de la Nouvelle-Calédonie. Alors il ne s'agit pas seulement d'une campagne politique, il faut aussi sur le terrain préparer l'avenir. C'est dans cet esprit que les accords de Matignon ont prévu des stages de formation pour que les Calédoniens et surtout les Mélanésiens aient à terme leurs propres cadres administratifs. Un tout premier stage est ainsi en cours à Besançon. Stéphane Magnier. Sur le mur de la salle de classe, une photo pour rappeler d'où l'on vient et un peu plus tard, le plateau de la cantine qui montre où l'on est. 2 images qui témoignent de l'effort d'adaptation encore nécessaire aujourd'hui, 10 jours après leur arrivée, aux 15 femmes et 10 hommes participant au stage. Au programme de la gestion publique, du droit, de la comptabilité, de la communication, bref, le menu classique d'un futur cadre supérieur d'administration. Jusqu'ici, ça a toujours été la gestion, surtout par des métropolitains. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cadres métropolitains sur le territoire. Et c'est un peu pour prouver qu'on est capable de gérer notre pays, quoi. Moi, c'est ça. Le stage est pris en charge par les ministères des DOM-TOM et des PET. Le centre de formation de la Poste avait la capacité à gérer cette formation et a su réagir vite pour conquérir ce qui est aussi un marché à terme de 400 stagiaires, à condition bien sûr que cette première expérience soit une réussite. Ce que je voudrais, c'est qu'ici, on va nous apprendre une gestion moderne de l'administration. Et j'espère qu'on me mettra dans un service où je pourrai appliquer ce que j'ai appris ici.
Malheureusement, ça ne suit pas toujours parce qu'il y a un tel décalage des fois au niveau administratif du territoire par rapport à la métropole qui fait qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas modernisées dans notre pays. Besançon offre l'avantage d'être un peu à l'écart des passions politiques tout en facilitant l'intégration locale, une tranquillité nécessaire pour des gens qui n'ont pas été sélectionnés sur des critères scolaires. Si tous ont au moins le bac, ils ont été choisis à titre individuel par l'une des grandes tendances politiques néo-calédoniennes. Partisans et adversaires de l'indépendance se retrouvent donc côte à côte, confrontés à un débat sur lequel ils préfèrent rester discrets, car il peut se révéler aussi bien explosif que bénéfique. Je trouve formidable parce que je vis dans une commune de l'intérieur et je trouve que suite aux accords de Matignon, ça nous permettrait de mieux se connaître parce que pour moi personnellement les problèmes au Kenya c'est des problèmes humains et je pense qu'en vivant ensemble on connaîtra mieux la vie du Mélanésien, la vie des autres ethnies et je pense que c'est très important. La discussion à l'Assemblée nationale et en coulisses des modalités du revenu minimum d'insertion se poursuit. Les socialistes ont insisté pour qu'il soit étendu aux moins de 25 ans ayant charge de famille et aux étrangers en situation régulière. L'unique députée du Front National a annoncé aujourd'hui qu'elle voterait le texte, comme les autres groupes de l'opposition, que le Front National avait pourtant critiqué par ailleurs. Les négociations tendues continuent entre le ministère de la Justice et les syndicats de gardiens de prison. Le garde des Sceaux a indiqué ce soir qu'il nommait Gilbert Bonnemaison, député maire socialiste et spécialiste de ces problèmes, à la tête d'une mission d'études. Mais en attendant le processus, voici Gilbert Bonnemaison, mais en attendant le processus de la justice est grippé, les avocats n'ont plus accès à leurs clients, certains procès sont reportés, notamment aux assises du Rhône. Claude Régent a enquêté à Lyon. Beaucoup de pas perdus aujourd'hui au palais de justice de Lyon. Le banc des accusés est resté vide. 2 hommes poursuivis pour meurtre sont restés en prison. L'audience de la cour d'assises a été renvoyée. En raison de la grève des surveillants de la maison d'arrêt, les 2 accusés qui devaient comparaître aujourd'hui devant la cour d'assises, messieurs Guez et Rosset, n'ont pas pu être extraits. Leur affaire sera donc nécessairement renvoyée. Une journée perdue pour une justice déjà grippée. Les témoins, les jurés, les magistrats se sont déplacés pour rien et les avocats se plaignent de la paralysie de la justice. Pour nous, c'est très gênant parce que cela constitue tous les jours une violation des droits de la défense. On ne peut pas assurer normalement la défense de gens qui ne viennent pas, donc qui ne peuvent pas être jugés, alors que certains devraient être mis en liberté, car il y a quand même le problème de la liberté qui joue cela. Tant qu'on ne peut pas les juger, ils ne sont pas mis en liberté. Autre conséquence spectaculaire de la grève, la transformation par arrêté ministériel de l'hôtel de police en maison d'arrêt. Depuis hier, les prévenus sont incarcérés dans les cellules de garde à vue et surveillés par des policiers. La solution ne peut être que temporaire, car les détenus arrivent au rythme de 10 par jour. Or, il y a, en tout et pour tout, 70 places à l'hôtel de police et dans les commissariats de la ville. Les grévistes, eux, sont toujours très déterminés. C'est sûr que la situation se dégrade par rapport au système judiciaire, au système de la police, parce qu'actuellement les écrous sont faits dans les commissariats de police. Mais nous sommes conscients des problèmes que ça occasionne, mais nous irons jusqu'au bout de nos revendications. Il n'est pas question pour nous, en tant que personnel pénitentiaire, de nous arrêter à simplement des promesses. Unique concession des surveillants, les parloirs pour les familles ont été maintenus, mais les visites sont limitées à la demi-heure légale. Une réaction politique encore à l'allocution du Premier ministre sur la Nouvelle-Calédonie. Elles nous parviennent un peu au fur et à mesure, celle de Jean-Claude Gaudin. L'intervention du Premier ministre a bien démarré. Personne ne peut rester insensible aux poignées de main entre M. Lafleur et M. Djibaou. Mais le reste est tout à fait discutable. Et lorsque le Premier ministre dit qu'il y a eu manquement à la parole donnée de la France en 1963 par le général de Gaulle ou en 1986, cela me paraît relever de l'expression même du président de la République la force injuste de la loi, et cela me paraît tout à fait inacceptable. Quant à la fin, mais le Premier ministre demande un engagement à soutenir sa politique et celle du président de la République, référendum et plébiscite. Cela nous paraît tout à fait contestable. Nous, c'était oui à l'accord, non à la procédure. Alors nous verrons dans les jours qui viennent la réponse que nous donnerons. Voilà donc pour ce tour d'horizon des réactions politiques à l'allocution de Michel Rocard.
Garde à vue prolongée pour le directeur et les 3 moniteurs du camp scout qui avaient accueilli la petite Delphine, retrouvée carbonisée dans l'Eure il y a 1 mois. Des informations complémentaires ont été demandées aux gendarmes de Caen qui avaient dû enquêter l'an dernier sur un assassinat de même nature, celui d'une autre petite fille de 11 ans. Si ou non à cette question simple, oui ou non, qu'on ne leur avait plus posée depuis 15 ans, les Chiliens sont en train de répondre en masse. Il est 6 heures plus tôt là-bas, le plébiscite qui doit décider du sort du régime du général Pinochet est en train de se jouer dans le calme. La nuit dernière, pourtant, des coupures de courant inexpliquées avaient inquiété la population. À Santiago, aujourd'hui, Bernard Benjamin a accompagné l'une de ceux qui surveillent la bonne tenue du scrutin, la sœur d'un ancien ministre d'Allende. 6 heures du matin, une torche à la main, Mathilde sort de chez elle. Hier soir, une série d'explosions a privé d'électricité une bonne moitié du Chili. Vous voyez dans quelles conditions je vais voter. Sans lumière, j'ai dû descendre les 12 étages à pied. Ça peut démontrer un peu ce qui va se passer aujourd'hui. C'est la sœur de l'ancien ministre de l'Agriculture de Salvador Allende, Jacques Chonchol. Elle a été élue présidente de l'un des bureaux de vote de la Reina, son quartier. Une désignation toute démocratique, d'autant que ses opinions anti-Pinochet ne sont un secret pour personne. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer? Parce que le seul fait que la nuit, la lumière a été coupée, qu'il y a eu une quantité énorme de bombes partout dans toute la ville de Santiago, et il y a eu des avions, alors tout le monde commence à avoir peur. Alors les gens vont voter avec la peur. 8 heures du matin, le jour se lève sur Santiago. L'un de ces jours qui pourrait bien marquer l'histoire moderne du Chili. L'armée est présente dans la rue, 15 000 hommes répartis dans tout le pays pour assurer la bonne marche du scrutin. Elle est aussi présente dans tous les bureaux de vote, aidant et renseignant les 7,5 millions de Chiliens inscrits sur les registres électoraux. Et là encore, on a du mal à comprendre ce régime militaire qui joue le jeu de la démocratie, acceptant apparemment d'être la principale victime d'un processus qu'il a lui-même enclenché. En tout cas, les queues sont interminables devant tous les bureaux de vote. Autour de Mathilde, ses assesseurs, dont le travail est sévèrement contrôlé par des jeunes femmes. Ce sont les délégués des partis politiques, leur garantie contre les risques de fraude. Même spectacle dans tout le Chili, au Stade national par exemple, de sinistre mémoire, ce haut lieu de la dictature pourrait bien devenir tout à l'heure l'un des symboles de la démocratie. C'est vers 23h heure de Santiago que devraient être connues les grandes tendances de ce plébiscite. Si c'est le oui qui gagne, le général Pinochet restera au pouvoir jusqu'en 1997, mais le désespoir de milliers de Chiliens risque fort de s'exprimer ce soir dans la rue. Si c'est le non qui l'emporte, la Constitution prévoit la tenue d'élections présidentielles d'ici à 1 an. Mais dans ce cas, la célébration de la victoire pourrait bien se transformer en manifestation contre le régime. Bref, dans les 2 cas de figure, la nuit risque d'être mouvementée à Santiago. Et c'est dans Télématin que vous aurez en direct de Santiago les résultats du référendum. Invité de Gérard Morin aux 4 vérités, Sergio Bitar, un ancien ministre d'Allende. Une opération estimation à l'échelle internationale a été lancée par la Sofres, l'Institut de sondage français, avec entre autres la participation de l'événement du jeudi. Eh bien voici les tendances que l'on vient de me faire connaître à l'instant. Une tendance nette en faveur du non au général Pinochet, après dépouillement de plus de 2000 des 5000 questionnaires donc établis au Chili par 125 équipes de sondeurs. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été brutalisés à l'occasion. Les Chiliens de Paris, eux, manifestaient en fin de journée devant l'ambassade de leur pays. Pas de doute, pas beaucoup de doute sur l'unanimité de leur vote à eux. 15 ans de dictature, 15 ans de torture et d'assassinat, 15 ans de bâillonnement. Éruption de colère à Alger aujourd'hui. Dans la plupart des quartiers, manifestations violentes, des jeunes surtout, rues et vitrines saccagées. Au téléphone, les précisions du correspondant de l'AFP sur place. On attendait une grève générale. On a assisté en fait à un déferlement de jeunes sur toute la ville d'Alger. Par petits groupes, ils ont cassé, démoli, dévasté des magasins, surtout ceux de l'État, et des centaines de voitures. Le grand défoulement. La police, d'abord discrète, voire absente, a pris place dans l'après-midi à proximité des bâtiments stratégiques, ce qui n'a pas empêché les vitres du ministère de la Jeunesse et des Sports de voler en éclats.
On savait ce que voulaient les ouvriers grévistes de Rouiba, près d'Alger, sauvegarder leur pouvoir d'achat. Les revendications des jeunes manifestants sont moins claires. Levez-vous la jeunesse, criait-il. Une jeunesse qui représente les 2/3 du pays et dont les perspectives sont souvent réduites au chômage. Le bureau politique du FLN, convoqué d'urgence par le président Chadli, a condamné ces manifestations et annoncé une poigne de fer sur l'ordre public. Une autre manifestation sans précédent à Belgrade, en Yougoslavie. Emmanuel Vanier. Nous avons été trompés, c'était le slogan de ces 2000 ouvriers rassemblés devant le Parlement fédéral à Belgrade. Selon un manifestant, les forces de l'ordre les avaient empêchés de se joindre au mouvement de 6 autres entreprises locales. Autorisés à pénétrer à l'intérieur du Parlement, les manifestants ont réclamé des réformes sociales immédiates. Face à ce mécontentement social croissant, dû notamment à une inflation atteignant les 200%, les autorités yougoslaves ont annoncé un renouvellement important des instances dirigeantes du pays. 4 morts, plus de 500 blessés, c'est la deuxième catastrophe ferroviaire du même type en l'espace de 4 mois en Union soviétique. L'explosion de 2 wagons chargés de produits dangereux s'est produite lundi soir dans l'Oural. 8 immeubles et 12 maisons détruites, il y a plusieurs milliers de sans-abri. Un quotidien local a accusé les forces de défense civile de ne pas être intervenues avec assez de rapidité et d'efficacité. Il le poursuivra encore et toujours. C'est la terrible histoire d'une douleur et d'une vengeance. À Londres, le père d'un adolescent tué par un chauffard il y a 6 ans a réussi à confondre l'automobiliste. Mais le jugement des hommes ne l'a pas satisfait. Philippe Arroir. Timothy Proctor, 14 ans, est tué en 1982 par un chauffard ivre sur une route du Surrey. Le chauffard Gordon Stratton est condamné à 9 mois de prison et 4 ans et demi de suspension de permis. Pour le père de Timothy, Bernard Proctor, c'est révoltant. Il ne peut accepter le verdict. Il décide de faire quelque chose. Pendant 5 ans, Bernard Proctor va traquer le meurtrier de son fils à sa sortie de prison. Il y consacre tout son temps et une partie de son argent. 12 fois, il va filmer ou photographier Stratton au volant d'une voiture ou d'une camionnette, malgré le retrait de permis. Il le traque à la sortie des pubs, prouvant qu'il boit toujours. Les preuves accumulées sont telles que Stratton repasse finalement en justice. C'était hier, et Stratton a été condamné à nouveau à 9 mois de prison et à 1 an de retrait de permis. Monsieur Proctor n'est pas satisfait. 1 an sans permis, c'est 10 fois moins que ce qu'il attendait. Alors pour lui, l'affaire n'est pas terminée, car comme il le répète inlassablement, personne ne lui rendra son fils. Amateurs de football, sachez qu'il vous faudra attendre minuit sur Antenne 2 pour suivre en différé le match Anderlecht-Metz qui compte pour la Coupe des vainqueurs de coupe. La Ligue nationale de football nous a interdit de le diffuser plus tôt. Les pronostics de Pierrette Bresse rapidement pour le quartet de demain à Saint-Cloud, le 12, le 6, le 8, le 5, le 3, le 1, le 9 et le 4. Dans un instant, le temps avec Laurent Cabrol et puis un mot pour saluer la réapparition du magazine Globe, victime, vous le savez, d'un attentat en juillet dernier. Le magazine avec une nouvelle maquette et un dossier sur les années 90. Dernière édition de notre journal à minuit avec Philippe Lefebvre. Merci d'avoir suivi celui-ci. À demain 20h.